Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean Peyrelevade. Bonjour. Bonjour. L'infatigable, l'inusable, l'increvable banquier conseil. On est content de vous avoir parce que il faut parler de ce qui s'est passé sur les marchés en octobre. Vous avez quand même encore une fois vu beaucoup dans votre carrière de crise, de correction. C'est intéressant d'avoir votre regard et le recul qui est le vôtre. Encore une fois, des crises boursières, des corrections. On se dit quoi quand on regarde le mois d'octobre? On se dit quoi? Nasdaq, moins 9, CAC 40, moins 7. Quand on compare à l'aune de ce qu'on a connu lors d'autres corrections, c'est une vaguelette, c'est pas grand-chose. Vous en pensez quoi, vous? Vous qui en avez vu d'autres? Je vais commencer par deux petites citations, si vous permettez. Allez. La première qui est très connue et qui a beaucoup de pairs, c'est la prévision est un art difficile, surtout quand elle Il s'agit concerne de l'avenir. l'avenir. Pierre Dac. C'est Pierre Dac. Tristan Bernard. Ah oui, alors avant. Oui, d'accord. Mark Twain. Ça dépend, ça, ouais. Plein. La deuxième est de Keynes, elle est moins connue, elle dit à peu près la même chose, c'est ce qui finit par arriver. Ce n'est pas l'inévitable, c'est l'imprévisible. Donc vous ne savez pas quoi? Donc je ne sais pas. C'est ça, la grande donc je question. ne sais Donc pas. il ne sait pas quoi? L'analyse que je peux vous proposer est la suivante. Je pense que le marché américain est dopé, est artificiellement dopé aujourd'hui. Par les rachats d'actions. Par les rachats d'actions, par Les entreprises qu'on explique qui rachètent leurs qui parfois propres s'endettent actions. pour les annuler. Elles sont très liquides, elles ont beaucoup de liquidités, elles ne savent pas quoi faire de leur liquidité. Donald Trump a baissé massivement leurs impôts, donc elles ont une rentabilité immédiate extrêmement élevée. Et donc, ne sachant pas quoi faire de leur argent, elles rachètent leurs actions. Donc, les cours montent. Ouais. Pour quasiment 800 ou 1000 milliards de dollars Absolument. en 2018. En outre, il y a un déficit budgétaire très important aux 5% de États-Unis, déficit. 5%. Ouais. Donc il y a un dopage complètement artificiel de la demande. Donc, de mon point de vue, Ouais. un réajustement significatif, pour ne pas dire très important, du marché américain à terme est, comme dirait Keynes, inévitable. Donc le dégonflement qu'on a vu sur les valeurs américaines, notamment, et c'est la nouveauté sur les valeurs techno-américaines, pour vous c'est un mouvement qui est sain parce que jusqu'à présent, rien n'avait fait corriger les valeurs techno. C'est un coup de semence, hein, c'est un tir de semence. On l'a eu en février, pardon, le coup de semence. On a eu un premier coup de semence en février, rappelez-vous, Ouais. avec la volatilité qui était montée, etc., etc. Mais la question qu'on se pose, c'est, voilà, ça fait 9 ans qu'on est en marché haussier. Est-ce que ce double coup de semence, est-ce que c'est le signe qu'on est à la fin d'un long marché haussier, que c'est normal, il y a des cycles. On n'aime pas les cycles, mais il y a des cycles. Mais je pense que le danger de la politique de Donald Trump, c'est que quand vous êtes comme ça à la fin d'un cycle haussier, boursier, vous avez intérêt à ce que le réajustement soit progressif, soit modéré. Vous avez intérêt à revenir doucement vers des taux de croissance moins élevés, de façon à ce qu'il n'y ait pas un choc sur les marchés au moment où on revient à la raison. Le fait qu'il y ait une volonté artificielle de maintenir pendant encore un certain nombre de mois cette atmosphère euphorique, ça va marcher d'ailleurs pendant encore quelques mois, mais ça augmente significativement le risque d'un retournement, d'une chute derrière. Parce que quand on écoute beaucoup d'experts du milieu financier, ils vous disent quasiment tous c'est un trou d'air, c'est passager, on l'attendait cette correction, c'est salutaire. Maintenant, on a des niveaux de valorisation sur les marchés actions qui sont devenus dans leur moyenne historique. Donc voilà, et donc vous en pensez quoi là? C'est une simple correction dans un marché qui reste haussier? Non, je pense une fois de plus que le marché américain va être fondamentalement un marché plutôt baissier dans les mois à venir. Je ne suis pas capable de tracer une courbe, mais ça va. Alors, la difficulté pour les marchés européens, c'est que... Quels sont les signaux avant-coureurs? Ce sont les deux coups de semonce pour vous? Oui, c'est les coups de semonce. Ils peuvent dire effectivement, dans quelques trimestres, il y aura une inversion sur le marché boursier américain? Je pense qu'il y a deux éléments clés. L'un qui est la politique de la Fed. On va en parler. La Fed qui se réunit jusqu'à ce soir. Et l'autre qui sont
les moyens qu'ont les États-Unis aujourd'hui de financer leur déficit externe, leur déficit extérieur qui est en train de se creuser en même temps que le déficit budgétaire. Ouais. Mais qui se finance très bien avec le dollar, le privilège exorbitant du dollar. Qui parlait du privilège exorbitant du dollar? Moi-même, il y a quelques années. Oui, vous avez tout à fait raison, sauf que ça implique quand même la position externe des États-Unis devient de plus en plus négative. Donc tant qu'il y a des gogos qui achètent, vous savez. Hein. Oui, exactement, mais il y a un jour où la confiance des gogos… Mais on dit ça depuis toujours. Aujourd'hui, non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de capitaux qui sortent des pays émergents. Ouais. À cause de cette hausse de taux de la Fed. À cause des taux de la Fed, et que ça entretient d'une certaine manière l'euphorie américaine, mais ça plonge les pays émergents dans des difficultés croissantes. La balance entre les deux, je ne suis pas capable de faire de prévisions. Ce que je veux dire, pour terminer, c'est que les marchés européens ne me paraissent pas survalorisés, au contraire. Le problème que nous avons, c'est que pour des raisons qui, pour moi, ne sont pas très claires, mais c'est les statistiques qui le disent, le marché américain commande. C'est-à-dire que les marchés financiers internationaux, bonne ou mauvaise raison, sont corrélés depuis toujours. Vous avez toujours vu ça dans votre carrière. Et d'ailleurs, les marchés européens montent moins quand le marché américain monte. Par contre, quand eux, ils baissent, nous, on baisse plus. Exactement. C'est un peu déprimant. Mais beaucoup de gens disent que finalement, avec le rebond qu'on a constaté, qui est confirmé d'ailleurs depuis les midterms, depuis l'épée de Damoclès que constituaient les midterms, la perspective du crack ou de la correction plus violente s'est éloignée parce qu'on voit bien que pour l'instant, le rebond semble tenir. Oui, je pense qu'on a 3 ou 4 mois de répit. De répit, oui. Je pense ça. Mais mon horizon ne va pas plus loin. Donc, rebond qui pourrait durer quelques mois, 3-4 mois. Et quand on analyse quand même, qu'est-ce qui a créé ce coup de tabac? Qu'est-ce qui a provoqué ce mois d'octobre très très compliqué pour les marchés? Moi, je pense quand même que, et c'est le lien avec la Fed qui se réunit depuis hier soir jusqu'à ce soir, alors pas de hausse de taux d'ailleurs qui est attendue aujourd'hui, mais plutôt courant décembre. Pour moi, c'est le principal contributeur, explication de ce coup de tabac sur les marchés. C'est la Fed qui donne le sentiment qu'elle va rester sur son tempo, qu'elle ne va pas écouter Trump et qu'elle va continuer à augmenter ses taux, peut-être un peu plus que, ce qui est prévu. Ça, c'est une donnée structurelle, si je puis dire. Non, mais les marchés ont été gavés aux liquidités pas chères pendant des années, 10 ans. Ça fait des mois que la Fed dit « je vais monter mes taux ». Ça fait des mois qu'elle a commencé à monter ses taux. Et elle le fait. Et elle le fait. Donc ça, c'est une trajectoire qui est prévisible, pour le coup. Il y a d'autres éléments qui augmentent d'ailleurs l'incertitude sur les marchés. Le prix du pétrole. Qui a rebaissé depuis. Qui a rebaissé depuis. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Parce que le pétrole, le prix du pétrole, c'est une variable clé sur l'équilibre économique mondial. On est un peu au-dessus des $70 sur le Brent. Oui, voilà. On était à 85 il y a quelques semaines. Il faut bien voir, le pétrole, c'est en gros de l'ordre de 4% du PIB mondial. Donc, quand vous faites varier le prix du pétrole de 10%, et 70 à 80, c'est 10%, vous faites varier le PIB mondial de 0,4%. Et donc… Donc ça va soutenir, vous écoutez quelque part, c'est pas contradictoire, c'est pas orthogonal de dire que finalement il y a 3-4 mois de répit, mais si on a un pétrole qui est plus bas, ça peut être bon pour les marchés. Absolument. Même si le poids des majors pétrolières influe aussi sur les indices boursiers. Dans l'autre sens, vous avez les incertitudes italiennes, vous avez les incertitudes sur le Brexit. Mais ça fait des mois et des mois qu'on les a. Non, l'Italie, c'est en train de venir. Le Brexit, on ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas. Et plus on se rapproche, et moins on sait. Donc, je pense d'ailleurs que, pour moi, les marchés ont une hypothèse latente, si je puis dire, optimiste sur le Brexit. Donc, si ça se déroule bien, si on a un accord, bien, entre guillemets, si on a un accord, les marchés seront très contents, il n'y aura pas de problème. Si jamais il n'y a pas d'accord sur le Brexit, on aura un choc sur les marchés. Mais l'Italie, on ne sait pas. On ne sait pas comment va se dérouler le conflit entre l'Italie et le reste de l'Europe aujourd'hui. On n'a aucune idée. Donc il y a beaucoup de facteurs d'incertitude, qui vont plus jouer, la géopolitique dans les semaines, les mois à venir, va plus jouer. D'accord, bien sûr, mais en même temps, c'est tellement intégré, on en parle tellement depuis des mois et des mois que finalement, à chaque nouveau tweet de Trump, les marchés réagissent à peu près, mais plus tellement. L'Italie, les taux à 10 ans italiens sont à 3,30, sur le 10 ans italien. Mais continue à monter. Ils étaient à 3,70 il y a un mois. Non, donc, ce que je veux dire, c'est… Vous avez raison, sauf que tous ces éléments d'incertitude se cumulent et qu'il y en a certains qui vont se transformer, qui vont se réaliser en plus ou en moins, en positif ou en négatif.
s'il se transforme en positif, chaque fois qu'il y aura une transformation positive, on gagnera quelques mois. Chaque fois qu'on aura une transformation négative, on aura un choc immédiat sur les marchés. Après, encore une fois, j'en appelle à votre sagacité et à votre recul, Jean-Pierre Levade. Dans l'histoire boursière, on reste dans ce sujet des banques centrales. À chaque fois qu'elles ont retiré leur béquille, leur soutien monétaire, au mieux, les marchés ont été très agités. Au pire, ça a été agité et ça a baissé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça serait différent alors qu'on sort de 10 années, encore une fois, on a été drogué à l'argent pas cher. Ce changement de paradigme qui est en cours avec la Fed, qui va venir plus tard, fin 2019 avec la BCE. Plus tard. Est-ce que ce n'est pas ça quand même qui va compliquer un peu la vie? Oui, mais regardez les calendriers. La Fed, c'est déjà en cours depuis des mois. Mais où ça va s'arrêter? La question, c'est où ça va s'arrêter sur la Fed? Alors qu'on voit des salaires qui augmentent, vous avez vu au mois dernier aux États-Unis, les salaires au-delà de 3%. Le macroéconomiste vous donne la réponse théorique, mais je pense que la Fed est très structurée intellectuellement, donc c'est ce qu'ils vont faire. Ça va s'arrêter le jour où la Fed aura le sentiment que le taux de croissance américain est en train de baisser. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc 2019. Donc 2019, quelque part. Et avec le décalage... Et donc ça soutiendra le marché pour le coup, si... Américain. Où ça l'empêchera d'atterrir de manière trop violente. Tout à fait. Donc tout va bien. Donc de ce point de vue-là, j'ai rien à dire sur la politique de la Fed. Pétrole plus bas, une Fed qui peut-être met fin à sa politique de resserrement monétaire parce que la croissance est moins forte. Pour le marché action, c'est tout bon, c'est tout bénéfique. Sauf que vous voyez bien qu'en revanche, en Europe, on est dans la situation paradoxale où, comme la Banque Centrale Européenne a mis beaucoup de temps à changer de politique, elle n'a toujours pas changé aujourd'hui. Elle a commencé 4 ans après la Fed. C'est normal qu'elle s'arrête peut-être quelques années après aussi. Donc elle va commencer à durcir sa politique, on va être fin 2019, c'est-à-dire à un moment où précisément la conjoncture... normalement, de manière procyclique, elle va être procyclique au lieu d'être anticyclique. Donc le danger européen. Vous dites anti, moi je dis contra. On dit anti ou contra d'ailleurs. Contra, peu importe. donc au lieu d'être contracyclique. Donc le risque européen va croître, de mon point de vue, à la fin 2019. En tout cas, moins de liquidité égale, j'ai envie de dire, plus de volatilité, ça historiquement. Et je reviens à cette idée encore une fois que les sorties des politiques monétaires, des resserres monétaires, ont toujours été très très compliquées. Mais je pose la question, je n'ai pas l'air d'avoir trop d'assurance pour les marchés financiers, pour les indices actions. Avoir des hausses de taux avec des marchés actions qui montent, enfin, au bout d'un moment, ça s'arrête. David, pour une raison très simple, que moi j'aime bien les choses simples, que les gens ne rappellent pas, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez de l'argent à placer, vous avez le choix entre des obligations qui ne rapportent rien. Aux États-Unis, on est à 3... Oui, non, je ne parle pas des États-Unis, je parle de l'Europe. Entre des obligations qui ne rapportent rien. Et des actions qui sont risquées. Demain, quand on sera dans une situation similaire à celle des États-Unis, l'arbitrage devient différent. Parce qu'à partir du moment où vous avez des obligations qui rapportent quelque chose, vous avez nécessairement une appréciation différente des risques qu'il y a sur le marché action. Et donc, à nouveau, c'est un facteur. Le relèvement des taux d'intérêt européens se produisant trop tard dans une période conjoncturelle qui ne le justifie plus d'une certaine manière, va avoir un effet assez négatif, je pense, sur le marché action européen. Mais à terme d'un an, pas tout de suite. Bon, il nous reste quelques instants. Il faut en parler. Cette tribune dans les Échos, j'ai pris un plaisir non dissimulé à la lire, assez gratiné pour les Français. En substance, vous dites que les Français sont des paresseux. Enfin, vous dites qu'ils sont productifs quand ils bossent, mais qu'ils ne bossent pas assez. Mais qu'ils ne bossent pas beaucoup. Bossent pas assez. Oui. Vous pensez à qui? Allez dire ça, Jean-Pierre Levade, aux cadres sup qui ne comptent pas leurs heures. Allez dire ça à l'infirmière aussi. Enfin, je veux dire, mais c'est au global. Voilà, c'est au global. Après, chacun se reconnaîtra ou pas. Nous avons la même productivité horaire que les États-Unis, c'est-à-dire une productivité horaire qui est au top niveau mondial. On est formidable. Horaire, ça, par heure travaillée. Par heure travaillée. On est hyper productif par heure travaillée. Simplement, le petit problème qu'il y a, c'est que dans une vie professionnelle complète, nous travaillons au total 25% d'heures de moins que les Américains. Ce qui fait que le PIB par tête, la production de richesse par tête, est inférieure de 25%. Et c'est vrai vis-à-vis de tous les pays.
développés. Nous travaillons moins que la totalité des pays développés avec lesquels on est en concurrence. On a une productivité qui est du même niveau en horaire que celle des Allemands. Mais au global. À l'arrivée, on fabrique 15% de richesse de moins que les Allemands. Et donc vous avez écrit, il l'a écrit, je ne l'ai pas inventé, les Français, la France, pas les Français, la France est un pays de paresseux. Vous assumez de dire ça? Oui, d'un point de vue mathématique, on peut, avec ce qu'on vient de dire là, c'est prouvé? Ben oui, c'est prouvé. D'ailleurs, je n'ai eu aucune contradiction par rapport à ma tribune. Hein. Personne n'a contesté les chiffres que je sors. Il n'y a pas un homme politique qui osera dire un truc pareil. Hein. Ah ben, parce qu'il faut mettre un peu d'emballage pour être lu. Hein. Mais d'où ça vient? D'abord, en heures annuelles de travail, on est à peu près à 1600 heures, quelque chose comme ça. Les Allemands font moins. Les Allemands font un peu moins. Les Allemands font un peu moins, je le dis, je l'écris. Le modèle allemand, les Allemands, ils bossent beaucoup. Un peu moins parce qu'ils ont beaucoup plus de temps partiel que nous. Hein, beaucoup plus de temps partiel. Mais il y a beaucoup de pays qui font un peu plus que nous. Et les États-Unis font beaucoup plus. Alors ensuite, problème de formation, d'enseignement, d'apprentissage, etc. Les jeunes etc. qui arrivent trop tard sur le marché du travail. Les jeunes n'arrivent pas à entrer sur le marché du travail. Et les personnes âgées, dont je fais partie, en sortent trop tôt. C'est pour ça que je m'accroche, vous voyez. En sortent trop tôt. Voilà. Lui, c'est l'anti-modèle, lui. En sortent trop tôt. Si on n'avait que des perlevades en France, on serait, alors on aurait un PIB de 4% par an. Merveilleux. Ce qui veut dire, c'est que sur une population potentiellement active, nous avons des actifs réels moins nombreux que dans les autres pays. Difficulté d'entrée, trop grande facilité. C'est ce qu'on appelle la population active. En fait, c'est quand on est rentré et qu'on peut y rester, au milieu, tout se passe très bien. Ça se passe à peu près bien. Mais c'est sur les extrêmes. Les jeunes qui n'arrivent pas à rentrer et les seniors qui se font dégager des boîtes facilement après 50 ans. C'est ça. C'est pas seulement qu'ils sont dégagés facilement, c'est vrai. C'est un peu moins vrai. Il y a une certaine tendance à une amélioration du taux d'emploi. En partant d'un taux plus bas. En partant d'un taux plus bas. Mais ça s'améliore. Mais surtout, ce que j'ai dit, ça c'est de la provocation pure, mais je m'en excuse. Hein. Nous avons un âge de la retraite à 62 ans, auquel le président de la République a juré qu'il ne toucherait pas avant le prochain quinquennat. Tous nos pays concurrents, tous sans exception, ils sont en gros 50 plus, 67 ans. Tous. Donc Jean-Pierre Levade, président, c'est la retraite à 70 ans. On vire les 5 semaines de congés payés. Ah, mais c'est ça? Non, j'ai pas. C'est le sang et des larmes payé. Non, on pourrait au moins encourager le maintien dans l'emploi. Oui, mais ça c'est vrai. Beaucoup d'économistes vous diront, ok, très bien, Jean-Pierre Levade, il est sympa, retraite à 65-67 ans. Sauf que derrière, s'ils sont au chômage, les seniors, ça c'est... Il faut-il qu'ils restent véritablement dans une boîte. Sinon, on ne résout pas le problème. On gonfle le déficit de l'assurance chômage et on soulage la retraite, la caisse de retraite. C'est une erreur de jugement permanente qui consiste à juger des tendances de long terme avec des préoccupations de court terme strictes. Si vous gardez les regardez, je vais retourner l'argument avec un autre argument qui est, je pense, de bonne foi, même s'il n'est pas parfait. Aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver des salariés potentiels ou des candidats pour les postes tas de postes, hein, développeurs en informatique, garçon de café, hôtellerie-restauration, assistance à personnes âgées à domicile, etc. Et certains jobs, on n'a peut-être pas envie non plus pour ses enfants, les horaires, le niveau de rémunération. On peut peut-être les changer, justement. On peut peut-être les changer. On peut peut-être changer les conditions d'emploi, les conditions de rémunération. Si on avait 25% ou 15%, parlons pas de 25%, si on avait simplement de 15% de plus de PIB par tête, peut-être qu'on pourrait rémunérer davantage les gens dans ces emplois-là. Et dans ces cas, donc la solution, c'est quoi? C'est faire rentrer les jeunes plutôt sur le marché du travail et faire en sortir, partir plus tard, c'est ça? Oui. C'est ce qu'ont fait les voisins. Et on fera davantage de PIB et donc on aura davantage d'argent à distribuer. Et donc la France est un pays de paresseux, selon Jean-Pierre Levade. Oui. C'est pour moi un problème majeur, un problème clé dont personne ne veut parler. Ouais. Encore une fois, tous celles et ceux qui sont dans l'emploi, la tranche 25-50 ans, elle turbine. Je ne leur dis pas à eux qu'il faut qu'ils travaillent plus. Et puis les autres, ils sont un peu victimes du truc. Les jeunes, c'est pas leur faute s'ils n'arrivent pas à rentrer. Et les seniors, donc on laisse comprendre qu'ils sont plus voulus dans une boîte, ils sont victimes de ça. Enfin, vous allez leur dire travailler plus, mais ils aimeraient bien travailler plus. Ils le subissent. Oui, sauf que vous avez en même temps une position syndicale à peu près transverse de tous les syndicats qui est surtout
on ne veut pas toucher à l'âge du départ à la retraite. On ne veut pas changer l'âge de départ à la retraite. Donc il y a quand même une préférence française pour la retraite plutôt que pour le travail. Ouais. Et la conclusion, et on finit là-dessus de votre tribune, c'est que pour créer plus de richesse, il faut travailler plus, on a compris. Et donc il faut choisir, vous dites, entre le pouvoir d'achat et les loisirs. Ben oui. C'est vraiment ça. Ben oui. C'est manichéen à ce point-là. Écoutez, le pouvoir d'achat. Tranché, en tout cas tranché. Je me lamente tous les jours quand je lis les torrents de littérature sur l'amélioration nécessaire du pouvoir d'achat. Le président d'un côté, la France insoumise de l'autre. Tous les présidents se sont cassés les dents sur cette promesse du pouvoir d'achat. Parce que quand vous fabriquez 1% de plus de PIB par an, vous ne pouvez distribuer en pouvoir d'achat que quelque chose d'inférieur ou égal à 1%. Donc le pouvoir d'achat découle complètement, directement de ce que nous sommes capables de fabriquer comme richesse. Si nous faisions 1,5% au lieu de 1%, on pourrait distribuer 1,5% de pouvoir d'achat en plus. Donc on fait sauter les 35 heures, vous direz, effectivement, dans les faits, on n'est pas aux 35 heures. Dans les faits, on est à 40 heures par an, d'ailleurs, par semaine, pardon. On est en tout cas au-dessus de 35 heures. Ce n'est pas ça qui est prioritaire pour moi. Ce qui est prioritaire, clairement, c'est aux deux extrémités, c'est faire entrer les jeunes plus vite sur le marché du travail, en requalifiant et en amélioration, et en améliorant leurs conditions de travail et leur rémunération. Et deuxièmement, ce que ne fait pas le président, les faire partir plus tard. Voilà, on aura compris. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Jean-Pierre Levade donc était donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup.